Bonsoir à tous et bienvenue dans le débat de France 24. Entre Bamako et Paris, rien ne va plus. La junte au pouvoir au Mali depuis plus d'un an maintenant, mais finalement exécution, la menace qu'elle agitait depuis plusieurs semaines. Elle dénonce les accords de défense passés avec Paris et ses partenaires européens. Ces derniers fixaient notamment le cadre juridique de la présence dans le pays des forces françaises Barkhane et européennes Takuba. Une décision avant tout symbolique puisque le processus de désengagement de ces forces a déjà commencé depuis quelques semaines. Paris en tout cas a réagi tout à l'heure et la juge cette décision de la junte malienne injustifiée. Alors pourquoi cette annonce intervient maintenant? Faut-il y voir une preuve de plus de l'influence grandissante de la Russie au Mali? Est-ce que ça pourrait se répercuter sur le retrait en cours de l'opération Barkhane? Quelles conséquences ça peut avoir aussi sur le terrain dans le cadre de la lutte anti-djihadiste? On va en débattre avec nos invités ce soir, le général Dominique Delord, ancien chef du Centre opérationnel interarmé. Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous. Christophe Boisbouvier à vos côtés, directeur adjoint de RFI Radio France Internationale, chargé de l'Afrique. Bonsoir, merci également d'être sur ce plateau. Marie-Roger Biloa, présidente directrice générale de African International Media Group. Marie-Roger Biloa, bonsoir. Et puis, par Skype, avec nous également, Niagale Bagayoko, chercheuse et présidente de l'African Security Sector Network. Bonsoir également. Merci à tous les quatre d'avoir répondu présent pour cette émission. Alors, on va d'abord revenir, si vous le voulez bien, en images sur ce qui s'est passé ces dernières heures, sur toutes les dernières déclarations, et puis on en reparle juste après. C'est une menace qui était brandie depuis des mois. Cette fois, la junte au pouvoir au Mali l'a mise à exécution. Dans une annonce à la télévision lundi, les militaires ont annoncé rompre les accords de défense entre le Mali et la France. Depuis un certain temps, le gouvernement de la République du Mali constate avec regret une détérioration profonde de la coopération militaire avec la France. Le gouvernement de la République du Mali décide de dénoncer 1. Le traité de coopération en matière de défense du 16 juillet 2014. Les autorités maliennes ont aussi dénoncé les accords qui encadraient la présence dans le pays de la force française Barkhane et de la force européenne Takuba. Des accords qui avaient été noués pour combattre la présence djihadiste au Sahel. Leur rupture marque une nouvelle dégradation des relations entre le Mali et ses anciens alliés. En février, la France avait décidé de retirer ses troupes du pays après des mois de tensions avec la junte, notamment sur ses liens de plus en plus étroits avec le Kremlin. L'annonce intervient un jour après que le secrétaire général de l'ONU a appelé la junte malienne ainsi que celle du Burkina Faso et de la Guinée à rendre le pouvoir aux civils dès que possible. À cet égard, nous avons convenu de l'importance de poursuivre le dialogue avec les autorités de facto des trois pays afin d'instaurer le retour à l'ordre constitutionnel dans les délais les plus brefs. Les rapports entre Paris et Bamako se sont détériorés depuis le second coup d'État militaire survenu au Mali en 2021. Pour l'heure, Paris n'a pas réagi à ces annonces. Alors avant de voir plus précisément les conséquences que peut avoir cette décision sur le terrain et ce qu'elle signifie, j'aimerais qu'on comprenne d'abord pourquoi c'est arrivé maintenant. Christophe Boisbouvier, clairement, cela fait suite à 2 semaines de passe d'armes autour de l'affaire du charnier de Gossi. Oui, le pseudo-charnier de Gossi, puisqu'en fait, c'est un drone français qui a filmé des hommes en train d'enterrer des cadavres afin que ce charnier soit attribué aux Français. Et l'armée française a en effet diffusé les images vidéo prises par ce drone montrant cette mise en scène macabre et dénonçant donc la tentative de manipulation et de fake news contre l'armée française. Et évidemment... On va écouter justement le porte-parole du gouvernement malien, c'était la semaine dernière, sa réaction. L'un des cas les plus récents a été la présence illégale d'un drone des forces françaises le 20 avril 2022 au-dessus de la base de Gossi, dont le contrôle a été transféré effectivement au FAMA le 19 avril 2022. Le dit drone était présent à partir de 11h45 pour espionner nos vaillantes FAMA. Boisbouvier, on vient d'entendre cette réaction, hein, vous en parliez, donc le Mali qui accusait la France d'espionnage.
Oui, alors de fait, ce drone a survolé une zone où il se passait des choses qu'il ne devait pas voir. Maintenant, il y a une polémique aujourd'hui pour savoir si la zone sur laquelle était ce drone, au-dessus de laquelle il volait, était une zone d'exclusion aérienne ou pas pour les Français. Entre Paris et Bamako, vous voyez, il y a une polémique de plus, on va dire, parce qu'en fait, comme vous l'avez très bien dit dans le sujet précédent, ça dure déjà depuis un an, depuis le deuxième putsch du mois de mai 2021. Marie-Roger Biloa, ça fait longtemps que ça ne va plus entre Paris et Bamako. Ça, c'est encore un nouvel épisode qui vient le confirmer. Oui, déjà, pour l'épisode du drone, ce que je remarque, c'est que les autorités maliennes actuelles ne parlent pas du fond. Est-ce que ce que l'armée française dénonce, qu'il y a même une tentative de manipulation, est-ce que c'est vrai ou pas? Moi, j'ai cherché partout, je n'ai pas vu de réaction sur ça. Ils parlent d'espionnage, mais quand même, ce qui est en train de se passer est quand même aussi grave. Quand même. Mais, donc, on n'a pas d'informations sur ça. Non, ce qui se passe aujourd'hui, d'abord, il faut dire que tout État a le droit de dénoncer des accords militaires. Si ça ne lui convient plus, pourquoi pas. Et je sais que ça fait un petit moment que les Maliens... cette junte militaire putschiste parle de ces accords militaires, de coopération de défense. Oui, il faut revoir. L'un des prétextes, justement, c'est de dire on a envoyé à la France nos doléances, notre volonté de modifier ce traité de coopération, mais la France n'a pas répondu. Le vrai problème, c'est est-ce que cette junte qui est putschiste doublement et qui est un régime de transition a le droit de signer ou de prendre ce genre de décision. Ça ne lui revient pas du tout. Ils sont pas... Quelle est leur légitimité? C'est ça le problème de fond. On peut faire ce qu'on veut, mais ils sont là pour organiser des élections, sécuriser le pays suffisamment pour qu'on puisse faire ces élections et remettre un peu la présence de l'État à l'intérieur du territoire. On ne voit pas tout ça. Ce qu'on voit actuellement, c'est que la classe politique malienne est terrorisée. Il y a un homme politique, un leader de l'opposition qui est en train de se cacher parce qu'il a eu des propos très critiques vis-à-vis de cette junte militaire et on voulait l'arrêter. Ce qu'on voit, c'est que même sur le plan sécuritaire, il y a beaucoup de propagande, mais la menace djihadiste, la menace terroriste est en train de s'étendre. Et ça, on en parlera tout à l'heure. Tout à fait. Et donc, ils prennent des mesures qui, actuellement, flattent un peu cette histoire de l'amour-propre des Maliens vis-à-vis de besoin de souveraineté, vis-à-vis de la France, etc. C'est-à-dire, ils attisent des sentiments qu'on trouve pas mal, actuellement, en Afrique, et juste pour leur propre agenda, se maintenir au pouvoir. Niagale Bagayoko, c'est pour flatter la population malienne que cette décision a été prise par la junte militaire au pouvoir ? Non, je pense qu'il y a effectivement cette volonté de répondre à la fraction malienne de l'opinion publique qui est extrêmement polarisée, qui se réclame du panafricanisme tout en ayant des réactions dites patriotiques, nationalistes. Mais il y a aussi la volonté de se positionner sur 3 terrains aujourd'hui. Le terrain de l'affrontement diplomatique, le terrain de l'affrontement opérationnel et aujourd'hui, très clairement, le terrain de l'affrontement juridique. Les arguments avancés côté malien pour justifier cette dénonciation des accords interrogent dans la mesure où il est notamment reproché à la France le retrait unilatéral des forces, alors qu'en effet, même s'il n'y a pas eu d'appel officiel du Mali au retrait français, il y a eu clairement une façon de pousser les autorités françaises à prendre cette décision. D'autre part, il y a ces accusations de violation de l'espace aérien malien, alors même que l'on a appris qu'il y avait eu une demande après l'attaque de Mondoro au mois de mars pour que la force Barkhane vienne apporter un appui aérien et revienne dans la zone d'interdiction temporaire de survol qui lui avait été signifiée.
Général Dominique Delors, est-ce qu'il faut y voir la main de la Russie derrière cette décision? La Russie de plus en plus présente dans le pays. Est-ce que ça pourrait être une forme de réplique masquée des mercenaires Wagner qui se sont sentis humiliés justement avec cet épisode de Gossi? Alors le premier point, c'est que quand on veut divorcer, tout est bon. Donc cette affaire de Gossi est effectivement un bon motif. Le deuxième élément, c'est qu'on peut dire que l'histoire bégaye, parce que c'est pas la première fois qu'il y a un divorce entre la France et le Mali, et depuis que le Mali est indépendant. Et à chaque fois, on retrouve, en 61, c'était les Soviétiques, et en 2022, ce sont les Russes de Wagner. Alors pour ce qui est des Russes de Wagner, on connaît déjà leur méthode depuis quelques années, depuis qu'ils sont allés en République centrafricaine et depuis qu'ils ont commencé une guerre informationnelle très importante, avec justement des fake news, avec des histoires montées pour essayer de détériorer l'image de la France. Donc là, les forces Barkhane ont été prudentes, astucieuses, et elles ont... après le retrait de Gossi, qui se déroulait conformément à la planification française, ont mis en l'air ce drone pour voir ce qui allait se passer. Et je dois dire qu'ils ont fait un but, au sens qu'ils ont vu les hommes de Wagner, et puis accompagnés de quelques soldats maliens. Heureusement, ça représente, à mon avis, pas du tout l'état d'esprit de l'armée malienne, mais en tout cas de certains soldats maliens qui accompagnent les gens de Wagner, pour les trouver en train de fabriquer une accusation contre la France. Et je comprends qu'effectivement, la junte au pouvoir soit extrêmement désappointée de voir que le montage qu'ils étaient en train de faire pour accuser l'armée française de massacre tournait complètement ridicule pour eux. Alors évidemment, après, ils rentrent sur des arguments pseudo-juridiques d'espace aérien. Ça n'a pas beaucoup de sens, d'ailleurs, parce qu'ils sont incapables d'eux-mêmes, ils n'ont pas les moyens. Parce que justement, les Français s'appuyaient sur ces accords de 2013 pour justifier le survol de Gossi par des drones. C'est tout à fait logique, d'autant plus que l'on a quand même à assurer la sécurité des forces françaises tant qu'elles sont encore présentes au Mali. Et je crois que le chef des armées, c'est-à-dire le président de la République, y tient tout particulièrement. Et donc, toutes les mesures prises par... les officiels de Barkhane pour avoir tout le renseignement voulu sont totalement justifiés. Donc là, je crois que sur cet incident, on peut... Alors après, on rentre dans la diplomatie, dans les affaires internationales, mais d'un point de vue strictement militaire, et compte tenu de ce que fait Wagner, à la fois ce qu'il mène sur le terrain, puisqu'on le soupçonne quand même d'avoir participé à des massacres très importants. Notamment fin mars, le massacre de Moura. De Moura, très important, plusieurs centaines de morts. On en parle beaucoup moins à la télévision parce que la télévision a l'Ukraine comme sujet numéro 1, on le comprend bien, mais c'est un massacre qui est quand même de grande ampleur. Et puis, on voit aussi comment on essaie de falsifier l'histoire avec ce pseudo-charnier de Gossi. Sergueï Lavrov, le chef de la diplomatie russe, a d'ailleurs affirmé hier officiellement que la société paramilitaire russe était bien présente au Mali. C'est une première, mais sur une base commerciale. Il a réitéré, vous le voyez, que ces mercenaires n'avaient rien à voir avec l'État russe, des mercenaires qui seraient auteurs d'exactions au Mali. Donc, on vient d'en parler. Christophe Boisbouvier, vous vouliez réagir? Oui, je voulais poursuivre par rapport à ce que disait le général. C'est vrai qu'on a déjà connu des fortes tensions franco-maliennes du temps de Modibo Keïta il y a 60 ans. Mais il y a quand même deux faits nouveaux par rapport à cette époque post-coloniale. Le premier, c'est que vous avez aujourd'hui un régime, comme le disait Marie-Roger à l'instant, à Bamako, qui est en mal de légitimité, et qui donc utilise le ressentiment anti-français comme une source de légitimité qu'il n'a pas par ailleurs. Et ça marche en tout cas. Et ça marche dans une partie simplement de l'opinion publique malienne. Donc ça c'est une des causes de cette polémique montante depuis un an. Et puis la deuxième chose quand même, c'est que vous avez une guerre en Ukraine depuis le 24 février et que c'est pas par hasard sans doute que cet événement, cette rupture consommée entre la France et le Mali arrive aujourd'hui, quelques semaines après le début
début de la guerre. C'est-à-dire que vous avez quand même des tensions très fortes maintenant entre Moscou et tous les pays occidentaux. Vous remarquerez d'ailleurs que la rupture de Bamako, c'est pas simplement avec la France, c'est avec tous les pays européens de l'opération Takuba, qui sont comme par hasard aussi des pays de l'Union européenne qui sont aujourd'hui solidaires contre Moscou. Donc vous avez cette double tension. Donc il y a une pression de la Russie derrière tout ça qui fait, je pense, que c'est pas fini, l'escalade, c'est pas fini. On est dans l'escalade verbale, on est dans l'escalade juridique, comme disait Madame Agako, mais on est peut-être aussi plus tard dans l'escalade militaire, c'est-à-dire qu'il ne faut pas exclure que d'ici la fin août, d'ici le retrait définitif des soldats français de Gao et de Ménaka, il y ait des incidents entre forces françaises et forces maliennes, il y a des accrochages. Tout est possible maintenant, donc il faut être extrêmement vigilant. Concrètement, la dénonciation de ces accords, ça signifie quoi? Que désormais la présence au Mali des soldats français n'est plus légale? Alors, il y a dans leur dénonciation, il y a les accords généraux qui ont été signés en 2014, traité de coopération militaire. Pour ça, il y a un délai de préavis qui est de 6 mois. Je crois que ça, c'est clair. Alors pourquoi ce délai de 6 mois, justement? C'est ce qu'ils ont Parce que c'était dans le traité. D'accord. C'est dans le traité. Dans le texte. Et maintenant, en ce qui concerne Barkhane et Takuba, ils souhaitent que ce soit que la résiliation, la dénonciation soit à effet immédiat. Et on peut s'attendre à ce que... Bon, ça, ce n'est pas très, très clair dans la convention qu'ils appellent d'ailleurs SOFA, Statutes of Forces Agreement, qui régit Barkhane et Takuba. C'est pas très, très clair. Mais ce sont la junte militaire souhaite que ce soit à effet immédiat. Et je pense que la France va... sans doute contester cela, mais le fait est que toutes ces opérations sont en train de se retirer. La France avait annoncé que ça a duré quelques mois, 4-6 mois, enfin quelques mois, et je crois que les choses vont prendre leur cours parce que c'est très difficile de faire autrement. Mais par contre, si tout ça prend effet, on peut craindre un certain nombre de choses. Par exemple, que pendant que la France est en train de se retirer, qu'elle est toujours là. Christophe Boisbouvier parlait d'accrochage possible justement avec l'armée malienne. Et tout ça. Moi, j'essaie de voir un peu la partie légale. C'est-à-dire que si la France n'a plus le droit d'être là, il peut y avoir des problèmes pour le déplacement des troupes. Les troupes françaises n'ont plus le droit d'entrer au Mali. Des problèmes de déplacement. Il peut y avoir aussi... tout ce qui encadre un peu je dirais le traitement des militaires français en cas de, je sais pas, en cas d'offense ou en cas de, c'est pas le mot que je cherche, dans le cas où ils commettent un délit ou quelque chose, tout ça est concerné par ça. Et donc, ça va quand même compliquer la vie aux troupes françaises qui sont en train déjà de se retirer. Donc, ça va complexifier le départ de Barkhane? Les départs sont toujours très difficiles parce que d'une part, il y a une manœuvre logistique et puis il y a toute la sécurité qui doit accompagner les mouvements logistiques qui sont très importants parce qu'en quelques années, on avait accumulé beaucoup de matériel donc qui doit quitter le Mali et puis se répartir sur d'autres pays du Sahel ou rentrer en France. Alors, il est évident que la couverture du SOFA permet de régler tous les aspects juridiques d'une présence militaire. Là, leur dénonciation à partir d'aujourd'hui n'a pas vraiment de sens dans la mesure où déjà la France a annoncé son retrait, que ce retrait est en cours, qu'on leur a donné les délais et que, si j'ose dire, tout se déroule suivant une mécanique que pourraient difficilement contester sur le terrain les autorités maliennes, d'abord parce qu'elles n'en ont pas les moyens. Par contre, effectivement, elles peuvent gêner par des activités sournoises pour gêner des mouvements de force ou des mouvements des convois logistiques d'une manière directe ou indirecte. Car il est bien entendu qu'avec des amis comme les gens de Wagner, les coups fourrés doivent être dans leur tête. Et que, Paris qui a dénoncé l'autre jour une junte otage de ces mercenaires russes. Alors, otage, je ne crois pas, parce que je pense que, si j'ose dire, le choix de ces colonels de Bamako, c'est leur choix.
Alors après que petit à petit, ils deviennent dépendants, dans le sens qu'il arrive des munitions, arrivent des véhicules, arrivent des hélicoptères de combat, arrive, si j'ose dire, un soutien opérationnel réel. Donc ils deviennent dépendants. Maintenant, très sincèrement, je ne reste pas très impressionné par ce que pourrait être la force Wagner au Mali. S'ils sont aussi bons que leurs confrères ailleurs, je pense que ce n'est pas une force redoutable. Par contre, elle peut être dangereuse en fomentant des actions directes ou indirectes contre les forces françaises. Mais pas que contre les forces françaises, parce que les Allemands se posent la question de maintenir au Mali leur détachement, qui est très important dans le cadre de la MINUSMA, c'est-à-dire de la force de l'ONU, dont ça sera décidé au mois de juin. Dont le maintien va être décidé au mois de juin. Et il n'est pas évident que les Allemands, voyant partir tous les Français, voyant partir les Européens de la force Takuba, décident de maintenir leur propre force au sein de la MINUSMA. Et sans les Allemands qui apportent un soutien logistique important à la MINUSMA, et un soutien réel, la MINUSMA va se retrouver en grande difficulté. Niagale Bagayoko, qu'est-ce qui relie encore aujourd'hui la France au Mali après la dénonciation de ces accords par la junte ? Je pense qu'il est important de préciser que, comme il a été indiqué, la dénonciation de l'accord de coopération proprement dit, c'est-à-dire qui porte sur la formation, sur l'entraînement, sur l'échange de renseignements, etc., n'aura pas beaucoup de conséquences dans la mesure où la plupart des activités prévues dans ce cadre est d'ores et déjà suspendue, et d'autre part parce que le délai de dénonciation est effectivement, comme l'a indiqué Marie-Roger Billois, consigné dans le texte. En revanche, pour ce qui concerne les deux SOFA, donc celui qui a institué la force Serval puis la force Barkhane et d'autre part celui en 2020 qui a institué la force Takuba, il n'y a pas de disposition claire de ce point de vue-là. Donc c'est la Convention de Vienne sur le droit des traités qui est censée s'appliquer. Et c'est en invoquant celle-ci que le Mali se positionne en prêtant à la France des violations que celle-ci peut contester au nom de cette même Convention de Vienne à laquelle elle n'a pas elle-même adhéré, mais qu'elle a toujours appliquée, et donc elle peut faire valoir le délai normal de dénonciation qui est normalement de 12 mois. Pour ce qui concerne les conséquences opérationnelles, il y a en effet toutes celles qui ont d'ores et déjà été évoquées par mes collègues, mais il y a aussi, je pense qu'il ne faut pas oublier, la question du redéploiement en cours de la réarticulation du dispositif de Barkhane, notamment vers le Niger. Et il était important, je pense, que la France continue à disposer d'un droit de survol, notamment, etc., pour ces opérations. Et je pense que cette dénonciation risque de l'handicaper en grande partie. Enfin, pour terminer sur la question du partenariat malien actuel avec la Russie, je suis tout à fait d'accord avec le général pour considérer que d'un point de vue opérationnel, il est très douteux que la Russie puisse inverser le rapport au niveau stratégique. On voit bien que d'autres acteurs, qu'il s'agisse de la France, mais aussi d'autres acteurs internationaux, y compris les forces du G5 Sahel, n'ont pas réussi à inverser cela. Et je ne pense pas que des forces aussi étrangères au continent que les forces russes puissent y parvenir. Mais il est vrai que dans le champ de la guerre opérationnelle, informationnelle, effectivement, notamment de par les techniques de manipulation de l'opinion ou de soutien à des courants extrémistes, l'influence russe peut effectivement être assez délétère. Niagale Bagayoko, petit problème de liaison. Je vais laisser réagir Christophe Boisbouvier à vos propos. Oui, Claire, pour répondre à votre question sur qu'est-ce qui reste entre le Mali et la France, il reste quand même les deux peuples.
c'est pas rien. C'est-à-dire qu'on se fréquente, on se connaît depuis très très longtemps, depuis des dizaines et des dizaines d'années. On parle la même langue. On a une forte communauté française au Mali. On a une très forte communauté malienne en France. Et ça, c'est pas rien. Ça crée des liens humains qui sont plus forts que tout. On a beaucoup de Maliens qui continuent d'écouter RFI et de regarder France 24 par des moyens détournés. Ils y arrivent, malgré la coupure décidée il y a 1 mois et demi. On a ce fort attachement entre nos deux peuples qui, quoi qu'il arrive, à mon avis, survivra à cette forte tension. Il y a eu trop de déclarations d'amour en 2013, au moment où la force Serval a sauvé la ville de Bamako de l'attaque des djihadistes qui fonçaient depuis Gao. Il y a aujourd'hui, c'était excessif. Bon, voilà, on a fait ce qu'il fallait, mais voilà. Il y a aujourd'hui trop de déclarations d'hostilité. J'y crois pas. Enfin, ça finira par s'arranger nécessairement. Ça prendra du temps, mais ça finira par s'arranger. Marie-Roger Biloard, ça finira par s'arranger ? Certainement, parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on a une junte militaire dont le but essentiel, prioritaire, j'allais pas dire unique, est de se maintenir au pouvoir. Et dans cette histoire, je crois que les Maliens qui regardent ça peuvent voir à un moment donné que cette junte dont ils ont salué l'arrivée, parce que ça... Elle a arrêté un régime qui était déjà conspué. Je pense qu'au Mali, en Guinée, où aussi les errements de la junte militaire commencent à faire regretter déjà Alpha Condé, ça ne fait que quelques mois. Et je crois qu'on va se rendre compte que ces régimes militaires ne sont pas des solutions. Actuellement, ils font tout pour... dissimuler les vrais problèmes. Le vrai problème, c'est que on leur a demandé un chronogramme pour partir, pour dire combien de temps vous restez. Ils ont demandé à faire un mandat complet, 5 ans carrément. Tout ça, ça a été un processus assez long de négociation avec la CEDEAO, auquel on fait un mauvais procès, on peut y revenir. Et actuellement... ils ont préféré entraîner le pays dans des sanctions très, très dures. Aujourd'hui, encore, il y a quelques jours, on a appris aussi que même la BAD a interrompu les décaissements en faveur des projets au Mali. Ils préfèrent entraîner le pays dans tout ça. Aujourd'hui, on voit qu'il n'y a pas de résultat. L'ambiance là-bas est délétère. Le climat délétère, c'est Alioune Tine, qui est un expert de l'ONU, qui le dit. On parle de dérive autocratique. Ils sont en train... L'État n'est nulle part. On disait l'État va occuper les zones désertées, soi-disant par les djihadistes. Il n'y a rien de tout cela qui se passe. Et pour les Maliens, c'est ça le problème. Ils pensaient avoir mieux. Et ils ont maintenant une clique sans légitimité qui veut se maintenir au pouvoir par tous les moyens, y compris en recrutant des militaires, des Wagner, pour les protéger, parce qu'on sait bien, on l'a dit aussi, Wagner ne peut pas régler le problème du terrorisme, ils ne sont pas là pour ça. C'est juste pour protéger leur pouvoir. Et actuellement, ils font des escalades vis-à-vis de la France, alors que ce n'est pas du tout leur mission. Et ils entraînent le pays dans des aventures sans lendemain. Donc c'est ça le problème aujourd'hui au Mali. Et je crois qu'on va se rendre compte que le plus urgent, c'est de veiller à ce que cette junte arrête, disons, interrompe ce séjour à la tête de l'État, totalement illégitime et très dangereux pour la population. Et tout ça, justement, risque d'avoir un impact sur la lutte anti-djihadiste dans cette région du Sahel. Une menace qui reste très importante. On va écouter à ce propos Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU. Il s'exprimait hier depuis Niamey, en Afrique, au Niger, lors d'une tournée en Afrique de l'Ouest. Écoutez. Alors que les attaques terroristes continuent d'augmenter dans le Sahel et s'étendre vers les États du Golfe de Guinée, la communauté internationale doit réaliser que ce n'est plus seulement une question régionale ou africaine, mais bien une menace globale. Je continuerai de plaider, comme je l'ai fait depuis le début de ma fonction, pour la mobilisation de ressources supplémentaires pour relever ces défis. Général Dominique Delors, tout ça complique bien sûr la lutte anti-djihadiste. Oui, alors dans cette affaire de présence militaire, de militaires au gouvernement et au pouvoir à Bamako,
Et évidemment, la première victime, c'est le peuple malien. Mais la deuxième, c'est la lutte contre l'islamisme. Donc, ce qu'on peut s'attendre, puisqu'ils vont ouvrir, grosso modo, étant incapables de gérer le pays, étant relativement incapables aussi de lutter contre les djihadistes, ils vont ouvrir un flanc important sur tous les pays de la région. Et le retrait de Barkhane va, si j'ose dire, amplifier ce trou béant dans lequel va proliférer le djihadisme qui va descendre sur le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Togo, etc. Et pourquoi pas même aller franchir la Falémé, rentrer au Sénégal. Donc il y a donc un vrai risque que malheureusement on devrait constater dans les mois ou les années qui viennent. Alors ceci dit, il ne faut pas être totalement pessimiste. La communauté internationale, notamment l'Occident, mais avec aussi tous ceux qui veulent avoir des relations commerciales avec tous les pays africains de la région, vont pousser à un retour à normal, parce que une situation de plus en plus difficile dans la sous-région rendra impossible le développement des pays qui doivent avoir accès à tous les biens et à toutes les relations commerciales auxquelles ils ont droit. Donc oui, la situation risque de s'aggraver dans les mois qui viennent. Alors maintenant, évidemment, ça ne restera jamais aussi grave que ce qui se passe en Europe. Donc effectivement, les Occidentaux restent focalisés sur ce qui se passe en Ukraine. Ce qui se passe au cœur de l'Afrique, en tout cas au cœur du Sahel, va moins les intéresser, mais ça reste une préoccupation importante. Très important, et la menace islamiste, avec avec peut-être des résurgences, surtout s'ils sont aidés, résurgence. Et ça ne s'est pas arrangé depuis 9 ans, depuis l'opération française. Alors, ça ne s'est pas arrangé au sens qu'on n'a pas jugulé complètement la menace djihadiste, vous avez raison. Mais qu'est-ce qu'il en aurait été s'il n'y avait pas eu Barkhane ? Ça, c'est bien la question, c'est... Oui, le problème n'est pas réglé, mais si Barkhane n'avait pas été présente, Serval n'avait pas été joué par le président précédent, eh bien, Bamako serait tombé, et pourquoi pas ensuite Ouaga, et pourquoi pas continuer plus au sud ou plus à l'ouest. Donc, ce n'est pas parfait, mais si j'ose dire, le malade est toujours vivant. Oui, on peut dire que Serval et Barkhane ont empêché la défaite, mais n'ont pas permis la victoire. Et c'est pour ça qu'il y a aussi ce désamour aujourd'hui entre une partie de l'opinion publique malienne et la France. Pourquoi n'avez-vous pas réussi à vaincu définitivement la menace djihadiste ? Il y a aussi un autre fait qui est fondamental, c'est l'absence d'État dans une grande partie du territoire malien. À part quelques villes, il n'y a pas d'État au Mali. Et là, je voudrais saluer la mémoire d'un grand homme qui s'appelle Soumeilou Boubaye Maïga, que nous tous avons bien connu, que les militaires au pouvoir ont laissé mourir en prison le 21 mars dernier. C'est une grande perte pour le Mali. Beaucoup de Maliens l'ont pleuré le jour de ses obsèques. C'est un homme qui voulait justement reconstruire un État pour faire du Mali quelque chose qui ressemble à la Mauritanie, au Niger, c'est-à-dire des pays qui arrivent à lutter efficacement contre le djihadisme. C'est pour ça qu'il ne faut pas désespérer. Mais je voudrais juste dire un mot justement aussi. Un aspect qui me semble très important, c'est la CEDEAO. Actuellement, on est en train de lui faire une réputation, on est en train d'en faire le bouc émissaire de la situation. C'est sûr que la CEDEAO n'a pas tout réussi, mais enfin, c'est quand même l'organe efficace de la sous-région là-bas. Même en matière de résolution de conflits, de médiation, on sait qu'ils ont réglé pas mal de problèmes. Le Libéria, c'est eux qui ont fait partir Charles Taylor, ou bien Yahya Jammeh en Gambie, c'est toujours la CEDEAO, etc. Et on peut être fier, comme Africain, d'avoir un organe qui est efficace, qui peut agir et qui est issu de la communauté de l'Ouest africaine. On sait que même l'Europe cherche des organes de ce genre pour être efficace. Et il n'y en a pas beaucoup en Afrique. La CEDEAO réunit des lusophones, des anglophones, des francophones et arrive à peser sur le cours des choses en Afrique de l'Ouest. Et donc,
ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas assez critiqué là ou trop là qu'ils ne deviennent, qu'ils perdent toute légitimité. Et le problème, c'est qu'ils demandent à la junte de quitter le pouvoir, enfin ils demandent qu'on réinstaure un régime démocratique. Et c'est ça qui leur plaît pas. On va tout de suite donner la parole à Niagalé Bagayoko qui voulait réagir et je vous redonne la parole juste après. Oui, non, ce que je voulais dire, c'est que l'on parle beaucoup de l'échec de Barkhane ou de l'échec de Takuba, mais je pense que ce qui s'est produit au Sahel doit être vu plus largement comme un échec collectif, à la fois civil et militaire, et dont les leçons vont devoir être tirées, comme on va devoir le faire à propos de l'intervention en Afghanistan. On voit très bien aujourd'hui que les grandes interventions civilo-militaires mobilisent des instruments qui ne permettent pas de faire face au type de conflits extrêmement complexes qui se jouent sur les terrains d'intervention. L'instrument militaire est absolument indispensable, l'instrument sécuritaire d'ailleurs plus largement, c'est-à-dire la mobilisation de la chaîne pénale, la mobilisation des services de renseignement, mais il ne faut pas oublier, le général citait des pays comme la Mauritanie, comme le Niger, que ce sont aussi des pays qui se sont engagés sur le terrain de la négociation avec certains groupes. Et l'un des conflits majeurs qui a opposé non pas seulement la junte, mais même le gouvernement du président Ibeka a été cette question centrale de la négociation à laquelle la France s'opposait. Aujourd'hui, aussi bien le Niger que le Burkina Faso, par le biais de leur chef de l'État, ont fait valoir leur volonté de renforcer l'instrument militaire, mais aussi de recourir à la négociation. Et il ne faut pas oublier que l'approche politique du conflit est indissociable du traitement sécuritaire de celui-ci. C'est un échec collectif, comme vient de le dire Niagalé Bagayoko. Oui, je suis d'accord avec Niagalé quand elle dit que le demi-échec de Barkhane et de Serval, c'est pas simplement un demi-échec militaire, c'est aussi un demi-échec de la part des autorités maliennes qui n'ont jamais réussi à trouver la bonne solution politico-militaire pour venir à bout de ces groupes djihadistes. Ça, c'est sûr. Marie-Roger Bilois. Mais oui, c'est-à-dire, depuis que ces conflits existent, depuis qu'on en parle, on a toujours insisté sur le fait qu'on ne pouvait pas les régler uniquement par des solutions militaires. Et une fois qu'on a dit ça, on interpelle qui? On interpelle les gouvernements eux-mêmes. On a énuméré des problèmes de gouvernance, on a énuméré la corruption, on a les inégalités sociales. Il y a un certain nombre de choses que les régimes successifs étaient censés faire, qui n'ont pas fait non plus. C'est pour ça que je dis, même si Barkhane n'a pas été une réussite, il ne faut pas oublier comment tout ça a commencé, on les a appelés. Bon, il ne faut pas oublier tout ça, mais il faut aussi être capable de faire son autocritique. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Est-ce qu'on fait seulement des escalades verbales et on prend des décisions comme ça à l'emporte-pièce qu'on n'est pas habilité à faire au lieu de régler les problèmes? Aujourd'hui, on a vu... à part les traitements inhumains, faire mourir un ancien Premier ministre en prison qui est malade. Je dis toute l'Afrique, j'exagère un peu, mais toute l'Afrique demandait sa libération, ils ne l'ont pas fait. On a vu que dès qu'ils sont arrivés au pouvoir, très rapidement, les problèmes, les HLM, problèmes de logement, les militaires se sont servis, ils ont installé leur famille. Évidemment, comme ça fait un tollé, certains, il y a eu ils ont reculé un peu. Mais c'est pour dire que il y a un certain nombre de choses qu'ils ne font pas, que les Maliens qui ont salué leur arrivée, c'était pas pour Barkhane, il y avait problème de sécurité, mais ils disaient, à l'époque, ils faisaient des manifs pour des trucages électoraux et des problèmes de corruption. Donc, il y avait des demandes très précises à leur égard, mais rien de tout cela n'a été rempli. Général, un dernier mot. Je vous laisse répondre. Un chirurgien, il doit être entouré de médecins, d'infirmières, d'aides-soignants. Le chirurgien tout seul, Barkhane l'a reconnu, ne suffit pas. Il faut absolument qu'il soit entouré et que ce qui est mené sur le terrain soit ensuite suivi par les autorités civiles et administratives de façon à ce que le terrain dégagé de tel ou tel combattant puisse revenir dans le sein normal de la communauté, en l'occurrence malienne.
Niagale Bagayoko, un dernier mot aussi avant de se quitter? Non, je pense que la situation aujourd'hui démontre que les solutions appartiennent avant tout aux États sahéliens et que la communauté internationale, qu'elle soit française, qu'elle soit européenne, qu'elle soit américaine, qu'elle soit russe, ne pourra pas trouver des solutions à la place des États africains et de leurs opinions publiques. Ce sont les premiers acteurs de cette crise et c'est à eux de se mobiliser, mais de manière non ambiguë, en démontrant les solutions qu'ils veulent imposer et éventuellement en demandant un soutien international. Mais la logique ne peut pas être inverse telle qu'elle a été jusqu'à aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci Niagale Bagayoko. Merci beaucoup Général Dominique Delors. Merci Christophe Boisbouvier. Merci beaucoup Marie-Roger Biloa également d'avoir été avec nous pour ce débat. Restez avec nous sur France 24. L'information continue.